Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, recap de cette UFC 244. Là il est très précisément 4h58 du matin, ça pique un petit peu, mais bon, il faut faire le taf, il faut revenir sur cet événement. Donc je dis à moi, le Madison Square Garden, c'est là que tout s'est déroulé hier soir, mais avant, quelques petites annonces, vous avez l'habitude. On va commencer par la nuit blanche La Sueur, la fameuse nuit blanche La Sueur. On vous parle beaucoup de ça, il y a quelqu'un qui a dit ouais ils sont chiants à nous en parler, mais c'est parce qu'on est fiers d'une part de faire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et qu'on s'attend à ce que ce soit un bel événement, et parce qu'on a des annonces qui arrivent. Si vous voulez participer à la soirée, c'est ici, il y a toutes les infos, buffet illimité, qu'est-ce qu'il y a, boissons comprises, toutes les animations à La Sueur, des masterclass de combattants. Pour l'instant, on a seulement annoncé Morgan Charrière, Mansour Barnaoui, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Ça va être un marathon sport de combat en plus, puisqu'il y aura Joshua Ruiz, Christian Hammer, Tony Oka, mais aussi l'UFC Washington et d'autres aussi combats. Bref, on va vraiment y en avoir pour tous les goûts, aussi bien en striking que... Bref, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses. Si vous voulez vous inscrire, c'est ici. Dépêchez-vous quand même un peu parce que les places ne sont pas illimitées et c'est que si vous avez pris votre prévente que vous pourrez y accéder. Bien, deuxième annonce, là aussi ça fait très plaisir, c'était pour le podcast sur iTunes. On vous demande de faire un petit push, d'ailleurs le lien est dans la description, pour nous mettre les 5 étoiles et où nous écouter sur iTunes, et vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à faire ça, donc vraiment merci beaucoup. C'est ce qui nous permet de vivre ça finalement, ces super soirées de combat, et de vous les faire vivre également quelque part, donc vraiment merci du fond du cœur pour tout ça. Et enfin, et là c'est un peu grâce à vous aussi, ça y est, nous avons le premier sponsor du podcast La Sueur. Ce sont des savons de Marseille qui sont faits artisanalement, donc bio, tout ça, il n'y a pas de souci, qui sont bons pour tout ce qui est staphylocoque, donc pour ceux qui font du JJB et tous ces sports-là. Le grappling, ça aide aussi, ça n'abîme pas trop la peau non plus, ça n'abîme même pas du tout la peau, dans le sens où c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est artisanal, donc il n'y a pas vraiment de côté de produits entre guillemets abrasifs, ou de mettre ça 3-4 jours par semaine. Si vous le mettez plus, ça peut abîmer la peau, parce que c'est le cas de certains produits, notamment ici aux États-Unis. Là vous pouvez les mettre tous les jours, ça s'appelle Jetronomy. Il y a le visuel est ici, et vous pouvez les commander dans le lien qui est dans la description. Voilà, on les remercie, ce sont des Marseillais et ils nous soutiennent, et vraiment content parce que c'est les premiers finalement sponsors du podcast La Sueur. Et en plus, et c'est là que vous allez vous dire mais c'est formidable, ce sont des auditeurs du podcast, donc vraiment messieurs, merci. Voilà, on travaille au moins pour un mois avec eux, on espère que ça va durer longtemps, parce que ça se prête parfaitement à notre discipline, mais aussi au côté un petit peu lifestyle pour les gens qui sont finalement, qui ont une certaine sensibilité par rapport à l'écologie, et puis par rapport à il faut prendre des produits de qualité qui ne nous abîment pas, qui n'abîment pas la planète. Et ça, on sait que ça tient beaucoup, ça tient très à cœur de notre cher Rust. Donc vraiment voilà, il coche toutes les cases. Donc si vous voulez les soutenir, ou même vous prendre des bons produits, parce qu'on les a testés, et Rust vous en parlera bien plus que moi, parce qu'on a reçu chacun 3 savons, et il va être sans pitié avec la review. Mais comme on sélectionne soigneusement nos partenaires, je pense que ça devrait bien se passer. Bien, voilà. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Maintenant, on va pouvoir passer à l'UFC 244. Donc cette UFC 244, il fait un petit peu froid ici. Très intéressant. Comme on va avec Polydomso et Ross faire cette fameuse analyse technico-tactique, moi je vais revenir surtout sur 3 gros chocs, 3 gros combats qui ont vraiment été très intéressants, à commencer par Corey Anderson contre Johnny Walker. Johnny Walker, il est arrivé ici avec énormément de hype, vraiment 1000 excuses pour le bruit. C'est juste que là, comme je suis à côté du Madison Square Garden, ils sont en train d'un petit peu tout déblayer. Donc forcément, il y a des bruits de barrière, un petit peu le bordel. Mais je me suis dit c'est un petit peu plus sympa de faire le podcast ici plutôt que de le faire à l'hôtel. Voilà. Et d'ailleurs, grâce au sponsor Jetronomy, c'est aussi pour ça que je dis que c'est grâce à vous. Vous vous plaignez pas trop souvent à raison, mine de rien, du son de nos vidéos, parce que c'est vrai, quand on enregistre dans les salles, ceci, cela, c'est un peu compliqué. Et bien grâce à eux, on va acheter 3 nouveaux micros top qualité, et
là, normalement, il devrait vraiment plus y avoir de problème. Donc vous voyez, step by step, on s'améliore. Et là, pareil, ce podcast est filmé avec une caméra, un GH5 qu'on a réussi à acheter grâce à vous quelque part, parce que grâce à cette audience, ça nous donne de la visibilité, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de nous améliorer. Donc je reviens à Corey Anderson, Johnny Walker, parce que là je fais énormément de digressions, je suis vraiment désolé, je suis aussi un petit peu crevé. Ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était une opposition. D'un côté, on avait un Corey Anderson qui militait pour un combat contre Jon Jones qu'il ne méritait évidemment pas et qui se sentait un petit peu délaissé par l'UFC. Et de l'autre côté, Johnny Walker qui avait une énorme hype après ses KO, dont le dernier contre Misha Cirkunov avec un genou sauté de l'espace et puis ses feintes, personnalité extrêmement attachante qui fait le show. Bref, il cochait toutes les cases et face à un mec qui n'a pas du tout ce charisme, ce côté bankable, un pays derrière lui, parce que c'est pareil, Corey Anderson, là, quand il est arrivé au Madison Square Garden, il était hué, alors que c'était lui l'américain, c'est censé être lui qui est finalement poussé par le public, alors que le public préférait le brésilien, et donc le brésilien Johnny Walker qui avait là encore tout compris, puisqu'il était arrivé sur un remix de Frank Sinatra, New York, donc tout ça en dansant. Bref, le public ici au Madison Square Garden a adoré ça. Sauf que, peut-être que Johnny Walker s'est vu soit trop beau, ou soit peut-être vu directement après Corey Anderson, puisque pour lui, c'est ce qu'il nous avait dit dans une interview, je ne sais pas si elle sortira, qu'on a fait de ce cher Johnny Walker, où il expliquait qu'il était né, qu'il était construit pour affronter Jon Jones. Quand vous n'avez toujours pas battu de membre, on va dire, du top 5, c'est un peu compliqué déjà de se projeter dans cet avenir-là. Bref, ce qui s'est passé, c'est que face à un Corey Anderson qui a mis effectivement la pression de tous les instants, changement de niveau, pression en lutte également dès le début du combat, il s'est retrouvé pas perdu, mais donc il y avait beaucoup moins de certitude, et lui, son jeu, qui est quand même jusqu'à maintenant, parce que ses combats étaient très très courts, c'est lui qui frappait en premier, il avait créé cette espèce d'aura qui faisait que les adversaires se disaient qu'est-ce qui va se passer, il fait énormément de feintes et je sais qu'il y a énormément de chances que je me fasse mettre KO, donc ça crée énormément d'incertitude chez les adversaires. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé sur un Corey Anderson qui n'a pas du tout été attentiste, qui n'a pas du tout attendu Johnny Walker, au contraire c'est lui qui a mis la pression dès le début et qui a créé cette incertitude, soit la lutte, ou soit je vais effectivement t'attaquer debout, et c'est ce qui s'est passé. Il a très bien touché Johnny Walker à partir du moment où Johnny Walker a été sonné, parce que c'est pas directement qu'il s'est fait mettre knockdown. À partir du moment où il a été sonné, Corey Anderson n'a pas arrêté ce côté harceleur. C'est vraiment, il a pression de tous les instants, il a mis le clinch ensuite, et là en clinch pareil, il a réussi à enchaîner, et Johnny Walker était tout simplement KO debout. Moi j'ai trouvé honnêtement que l'arrêt de l'arbitre était complètement justifié. Ça reste un talent brut, Johnny Walker. Il est jeune, ça sert à rien qu'il se fasse complètement allumer. On n'est pas en title fight, on n'est pas en main event de 5 rounds. Bref, ça servait à rien qu'il prenne beaucoup plus cher pour finalement le même résultat. Parce que là, ok, il n'était pas au sol quand il s'est fait mettre KO, mais le dernier coup qu'il se prend, qui est quand même surpuissant, on voit qu'il est complètement perdu. Corey Anderson, on a pu le voir, une fois sa victoire, il a énormément célébré, il a parlé à Dana White, il a parlé un petit peu à tout le monde, il a chambré Johnny Walker, bref, on voyait qu'il avait gros sur la patate, le petit Corey Anderson, mais ça peut se comprendre, ça fait partie de ses combattants, comme Leon Edwards, qui jusqu'à maintenant, jusqu'à cette victoire contre Johnny Walker, qui est vraiment une statement win, comme le disent les Américains, il n'y avait pas cette victoire de référence, ce qui fait que les gens vont pouvoir se dire « Ah oui, tiens, Corey Anderson, c'est le mec qui a fait ça ». Non, aujourd'hui, Corey Anderson, on connaissait pourquoi, surtout pourquoi, pour être le mec qui s'était fait mettre KO par Jimmy Manuwa en main event à Londres, et le gars qui gagnait contre OSP jusqu'à ce head kick. Alors que là, voilà, ça a inversé un petit peu tout ce qui va se dire autour de lui, c'est le mec qui a mis fin à la hype Johnny Walker. Et là, on tient peut-être quelque chose, et ce qui serait intéressant, je pense, ce sera un combat contre Dominic Reyes. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, ce qui serait bien pour Corey Anderson, mais c'est vrai que là, il était 7ème, je crois, de la catégorie. Il bat quelqu'un qui était à peine dans le top 10 ou 11ème. Le mettre directement en title shot, je pense que si on est dans ces discussions-là, Dominic Reyes, qui vient de battre Chris Weidman et qui avant avait battu OSP, et Volkan Ozdemir surtout, mérite un petit peu plus. Voilà, donc ça c'était pour le premier gros choc, on va dire, de cette soirée, qui a un petit peu, waouh, a surpris tout le monde.
Ensuite, il y a eu Kevin Lee. Kevin Lee qui a affronté Gregor Gillespie. Gregor Gillespie, vous le connaissez tous, il revient énormément dans les commentaires. Pour beaucoup, c'était un petit peu le futur de cette catégorie lightweight. Et c'est vrai qu'avec sa lutte, donc invaincu en carrière, il était à 13-0 je crois. Et bien voilà, il faisait certes toujours la même chose, mais ça marchait. Son dernier combat contre Yancy Medeiros, je crois que c'est ça. Je suis vraiment désolé, là, je suis complètement cuit. C'était sa plus belle victoire en carrière. Et là, il a affronté Kevin Lee, qui est quand même un gros step-up. Kevin Lee, de son côté, il reste sur une passe assez compliquée, avec des défaites contre RDA et Ali Aquinta. C'était dans l'ordre inverse, puisque Ali Aquinta c'était en lightweight, ensuite il était monté en welterweight pour un petit peu essayer de se trouver une nouvelle jeunesse, mais ça n'avait pas fonctionné. Et ce qu'il a fait sur les conseils de Joe Rogan, alors la super Joe Rogan, qui a dit très justement, pourquoi n'irais-tu pas t'entraîner au TriStar Gym? Parce que c'est vrai que Kevin Lee, donc qui est un lutteur comme vous le savez, a perdu son head coach il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis, on va dire, il s'entraîne toujours à Las Vegas, mais c'était un petit peu compliqué pour lui, de par son style, de pouvoir s'épanouir où il était. Alors que là, il va au TriStar Gym, donc vous le savez, TriStar Gym, c'est Rory McDonald, c'est Georges Saint-Pierre évidemment, et c'est surtout le génie de Firas Zahabi. Et là, on a pu voir effectivement que ça a porté ses fruits, puisque Kevin Lee, donc sur ce combat, ce qui était intéressant, c'est qu'entre deux très bons lutteurs, il n'y a pas eu véritablement de tentative en fait d'amener au sol. Il y en a eu une petite de Gregor Gillespie, mais très rapidement arrêté net par notre ami Kevin Lee. Donc les deux finalement ont fait ça quasi exclusivement en anglaise, mais Kevin Lee, si vous avez pu le voir, il a tenté cet enchaînement qui se finissait finalement avec le fameux head kick. La première fois, ça n'a pas marché. C'était avec une gauche head kick du droit. Ça n'avait pas fonctionné. Et le deuxième, inversé, lui par contre là a fait mouche, mais c'était d'une propreté majestueuse. Gillespie le prend en pleine balle. Et voilà, en soi c'est un cas où on va pas dire qu'il a pas à rougir, mais la façon dont il se le prend, c'est pas tout le monde qui va tomber là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ok, c'est une première défaite en carrière, très gros KO qu'il se prend, mais toute la salle était complètement choquée. Et pour lui, surtout, il surprend parce que c'est vrai qu'on n'avait pas souvent vu Kevin Lee faire ça. Et là, on voit la patte un petit peu Firas Zahabi, parce que c'est vrai que dans les situations dans lesquelles partait le combat, jusqu'à ce moment-là, c'était un peu 50-50 parce que les deux étaient marqués, les deux trouvaient la faille assez facilement, et surtout Gillespie, mine de rien, avec son jab, faisait pas mal de travail sur Kevin Lee, qui restait quand même, quand je dis qu'il faisait le travail, il le touchait bien, mais aucun moment où Kevin Lee avait été sonné jusqu'à finalement l'arrêt du combat. Mais en tous les cas, avec ça lui permet lui aussi de retrouver cette hype. Il a fini un adversaire que beaucoup voyaient comme la réponse à Khabib Nurmagomedov de manière spectaculaire. Et là, il fait vraiment une nouvelle entrée fracassante chez les lightweight. Pareil, il y avait des doutes sur le fait, alors est-ce qu'il va faire le poids? Ça va être compliqué. Il a réussi à faire le poids. Il a battu Gillespie qui était invaincu. Et il l'a battu d'une manière impressionnante, avec un enchaînement qu'il a tenté 2 fois. La deuxième fois fut la bonne. Bon, très très bien. Franchement là pour Kevin Lee, c'est superbe pour lui. Et en plus, il a déjà désigné son adversaire pour la suite, donc ce serait Islam Makhachev. Islam Makhachev coéquipier de Khabib. Ça fait un moment que les deux se cherchent un petit peu. Et là, Islam a proposé la date de janvier. Bon, j'ai envie de dire c'est parfait. Là, on n'a plus qu'à espérer que l'UFC valide ça, parce que c'est vrai que ce serait une situation un peu compliquée pour l'organisation, dans le sens où Kevin Lee reste jeune, mais l'UFC mise quand même sur lui parce qu'il est américain, il est plutôt beau gosse, il sait parler, il sait faire vendre, il sait faire en sorte que les gens s'intéressent à ses combats. Et Islam Makhachev qui, comme je l'ai dit précédemment, coéquipier, grand ami de Khabib, donc forcément pour l'UFC il faut aussi un petit peu banquer sur lui, surtout qu'aujourd'hui il commence à avoir un très bon bilan. Il sort d'une superbe victoire à l'UFC Abu Dhabi. Donc bon, on va dire que s'ils font ce combat-là, si Kevin Lee perd, ça va être un peu compliqué sur lui parce que ça fera un petit peu trop les montagnes russes. Et si Islam Makhachev perd, il aura perdu avant même qu'il y ait un début de véritable hype autour de lui. Donc pour l'UFC, ce sera un peu risqué. Mais les deux veulent ce combat. Et personnellement, moi, j'ai vraiment envie de le voir parce qu'on pourrait avoir un très 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 beau duel entre les deux, surtout au sol. Parce que là, je pense qu'à mon avis que Makhachev, on a pu le voir dans ses derniers combats,
quand il tombe face à de très bons personnes au sol, de très bonnes personnes au sol, notamment je pense à David Ramos, son dernier adversaire, il n'a pas peur de rester debout et il peut très bien toucher debout. Et d'un autre côté, Kevin Lee, là, qui a montré mine de rien qu'il avait progressé en la matière et puis qu'il pouvait incorporer quelques combinaisons, ce qui est toujours intéressant. On va finir par le main event. Eh oui, déjà, le co-main, on verra avec Polydomso et Rust. Main event, ouais, effectivement, Masvidal, il y avait quand même une grosse classe d'écart avec Nate Diaz. Ok, donc le combat, si vous avez certainement vu le combat avant de regarder cette vidéo-là, il a été arrêté après une coupure au 3e round, une coupure que Nate Diaz a eue dès de la première reprise. Bon, personnellement, moi j'ai été un petit peu frustré parce que certes, oui, c'est super bien de protéger les combattants, ça je suis d'accord avec vous à 400%. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui s'était passé avec Tyson Fury, ce qui est peut-être pas un bon exemple, mais même quand on regarde les précédents combats de Nate Diaz, il est quasiment tout le temps la tête explosée, de chez explosée, il est tout le temps ouvert à cet endroit-là en plus. Et là, certes, oui, elle était effectivement impressionnante, mais de prime abord, on va dire, moi quand j'étais dans la salle, quand j'ai vu ça, pour moi, ça nécessitait pas spécialement que le combat s'arrête maintenant, on va dire. Et c'est vrai que ça frustre plus qu'autre chose, surtout que mine de rien, Nate Diaz était ok, il se faisait complètement dominer, mais il était toujours en capacité, si vous voulez, de combattre. Donc, un petit round de plus, ça m'aurait pas dérangé, parce que de toute façon, voilà, s'il y avait eu un round de plus, c'est que s'il avait toujours été en grande difficulté à la fin de la 4e reprise, on aurait pu complètement arrêter tout. Mais c'est là en fait le gros problème avec cet arrêt à la fin du 3e round, c'est qu'il y a toujours, avec les frères Diaz justement, est-ce qu'il aurait pu passer la seconde ensuite et commencer à grappiller, à rattraper son retard, parce que on va pas se mentir, auprès des juges comme de vous qui avez regardé le combat, c'était à sens unique pour Jorge Masvidal. Très très impressionnant Jorge Masvidal, parce que honnêtement avec ses explosions, avec ses variations en middle kick, surtout ses middle qui étaient surpuissants, il a vraiment complètement dépassé Nate Diaz, qui s'est retrouvé tout ça, même en clinch, le premier knockdown, il place un coup en sortie de clinch, ensuite Nate Diaz s'en sort en mode oulala, faut que je recule parce que ça commence à être tendu, c'est là ensuite qu'il se prend le kick pleine tempe. Non, franchement, c'était ce que Masvidal a fait, c'était superbe, parce que chaque fois qu'il accélérait, il touchait fort, et dès qu'il sentait un petit peu l'odeur du sang, qu'il voyait que Nate Diaz commençait à être pas très bien, là encore il arrivait à accélérer encore un petit coup et à toucher à nouveau. Enfin bref, c'était super performance, mais d'un autre côté, Nate Diaz, là fidèle à lui-même, il a su à chaque fois réussir à naviguer entre les multiples tempêtes, et c'est exactement ce qu'il a dit quand il a parlé en conférence de presse de la différence entre lui et Johnny Walker. Il a dit regardez, Johnny Walker, il s'est fait mettre knockdown, directement il se remet debout. Non, faut pas faire ça les gars. Quand vous êtes mis knockdown, vous restez au sol. Vous essayez un petit peu de calmer le jeu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tous les moments où c'était un petit peu tendu, voilà, il prenait une espèce de... une pause. Pseudo-pause. Il essayait aussi de maintenir Masvidal contre la cage. Bon, il a dit que c'était Masvidal aussi qui commençait un petit peu à se crever. Mais évidemment, on sait tous bien, surtout quand on regarde le combat, que pour Nate Diaz, ça lui faisait énormément de bien aussi de pouvoir un petit peu souffler, parce que debout, chaque fois qu'ils étaient au centre de la cage, c'était très 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 compliqué pour lui. Donc voilà, une défaite un petit peu frustrante, parce qu'on aurait aimé voir ces 4e et 5e rounds pour effectivement voir si oui ou non Jorge Masvidal allait pouvoir maintenir ce rythme impressionnant. Et si ça avait continué comme ça en 4e, clairement, il aurait tout simplement fallu que le médecin arrête tout simplement le combat, parce que ça aurait voulu dire qu'une victoire de Nate Diaz n'aurait été possible que par finish. Et au regard du combat, ça n'en prenait pas le chemin. Il y a quand même eu une petite alerte, je crois que c'était à la fin du premier round, où Nate Diaz tente de prendre la cheville de Jorge Masvidal, mais finalement Jorge Masvidal s'en est sorti puisque c'était la fin du round, voilà. Mais pour le reste, voilà, Jorge s'est fait toucher une ou deux fois, mais était vraiment on l'a senti beaucoup plus en contrôle. D'ailleurs, on voyait bien qu'il souriait, parce qu'à chaque fois, dès qu'il se faisait toucher, il avait le temps soit de sortir, soit
vraiment, il y a eu aucune alerte. Il y a eu aucune alerte pour lui. Il a même commencé le combat. Ça, c'était vraiment très drôle. En faisant même une feinte de son fameux genou sauté. Nate Diaz a mordu à l'hameçon. On le comprend. Personnellement, moi, il y a Jorge Masvidal qui arrive comme ça vers moi. Je me méfie aussi. Donc voilà, non, c'était un combat qui était hyper intéressant, qui tenait ses promesses, même si c'était à sens unique, mais en sens entertaining. C'était vraiment bien parce que Nate Diaz, même s'il était dominé, il gardait cette attitude. Finalement, il ne baissait jamais les bras, et ça vous le connaissez avec les frères Diaz. Vous l'avez même vu lorsqu'il y a le combat contre McGregor. Le premier round et demi, il se fait complètement bouffer, mais à chaque fois, il arrive à revenir, et à chaque fois, il se relève et il finit par inverser la tendance. Là, on n'était clairement pas parti là-dedans, mais fallait que Jorge Masvidal soit vigilant. Certes, il dominait de bout en bout, mais il n'arrivait pas à le finir, et Nate Diaz était finalement toujours là. Donc bref, c'était un combat très très intéressant. Les deux hommes veulent leur revanche, et c'est ça qui est formidable avec ce sport, c'est que oui, ce sont des bad motherfuckers, mais ils veulent qu'il n'y ait pas de petits astérisques à cette performance et à ce combat-là, pour dire effectivement Nate Diaz aura perdu par un vrai TKO ou par une vraie décision unanime, ou Nate Diaz a gagné par ceci, par cela. Ils veulent la revanche. Le problème, c'est que l'UFC a d'autres plans. C'est ce que Dana White a dit en conférence de presse. Dana White, lui, ce qu'il aimerait bien, selon toute vraisemblance, c'est que Masvidal affronte le vainqueur de Colby Covington contre Kamaru Usman. Ce combat-là est prévu le 14 décembre prochain à Las Vegas. Honnêtement, ça fait sens parce que Jorge Masvidal est l'un des welterweight les mieux classés actuellement. Kamaru Usman, Colby Covington, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui, pour l'UFC, c'est intéressant sportivement. Honnêtement, ce combat-là va être passionnant parce que, même vous, c'est très difficile de savoir qui va réussir à s'imposer. Mais, on va dire d'un point de vue business, c'est complètement l'opposé de ce combat-là. Ok, il y a la rivalité entre les deux, le fait qu'ils ne s'aiment pas, mais l'UFC va pas pouvoir tabler pour dire il y a The Rock, il y a le président des États-Unis qui va venir à ce combat-là, et ils vont pas non plus faire des records en pay-per-view. Rappelez-vous, l'UFC fonctionne en pay-per-view. Le pay-per-view, c'est quoi? C'est les personnes paient en fait à l'achat pour voir un combat. C'est pas un abonnement pour les plus belles cartes, je parle. Et donc forcément, il faut que les gens soient intéressés. Pour que les gens soient intéressés, il faut qu'il y ait ce petit surplus qui fasse que quelqu'un va lâcher, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même $60 un pay-per-view. Donc ça représente quand même une somme. Et Covington, Kamaru Usman, pour vous tous qui suivez la sueur, évidemment que vous suivez, évidemment vous allez être prêt à payer, mais sauf que vous n'êtes pas la majorité, on va dire, du public que l'UFC cherche à atteindre. L'UFC, il cherche à atteindre quoi? Le public qui regarde ce combat-là contre Nate Diaz et Jorge Masvidal, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et un combat Masvidal contre Colby Covington, qui, je le rappelle, sont tous les deux à l'American Top Team, ne s'aiment pas, ça va faire énormément parler, surtout au regard de tout le nombre de followers que Masvidal a gagné après sa dernière victoire. Et ça, pour l'UFC, ce serait extrêmement intéressant. Kamaru Usman contre Jorge Masvidal serait un petit peu moins intéressant financièrement pour l'UFC, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Masvidal, si son prochain combat est pour le titre, je pense que personne ici ne peut véritablement s'y opposer. Ok, la revanche contre Nate Diaz, ce serait mieux parce qu'il n'y aurait aucune ambiguïté sur le résultat. On pourrait retabler sur une petite communication, mais ce serait compliqué aussi pour l'UFC. C'est peut-être pour ça là aussi que Dana White est un petit peu réticent à faire cette revanche maintenant. C'est avec tout ce qu'il y a eu là entre le président des États-Unis qui est venu, Donald Trump, rendez-vous compte quand même, le président des États-Unis en exercice est venu au combat. La plus grosse star actuelle du cinéma était aussi présente. C'était au Madison Square Garden. Ils ont fait une ceinture exprès. C'est très compliqué de se dire dans 6 mois, ils vont refaire la même chose, et la même chose qui soit aussi bien en dehors de ce qui se passe dans l'octagone. Donc ça, franchement, je comprends Dana White qu'il a un petit peu d'angoisse à ce sujet-là, et de se dire finalement, si je fais cette revanche-là, ce sera une revanche au rabais. Donc il a dit ça pourrait se faire, mais un petit peu plus dans le temps. Et donc un peu plus dans le temps, même si Nate Diaz a dit moi je ne pense qu'à la revanche et c'est ça ou rien, mais après il a dit s'ils me mettent contre d'autres gars, donc à savoir pas des mecs, il a dit des mecs qui sont rankés number 27, ça peut nombre 27 ça peut m'intéresser. Et bon, on pense évidemment à la trilogie contre Conor McGregor qui veut revenir, mais imaginez, il y a Conor McGregor, Nate Diaz, ensuite Colby Covington à peu près dans les mêmes eaux, Colby Covington contre Masvidal, les deux l'emportent ou les deux perdent.
peu importe, mais ensuite ils peuvent faire ce combat-là à la fin. Et là, il y aura le temps de refaire finalement toute une narration autour de ça. Parce que l'UFC, il raconte des histoires. Quand vous voyez les countdowns, quand vous voyez toutes les bandes annonces, quand vous voyez tous les intervenants, ce sont des histoires. Jorge Masvidal, c'est le côté le mec qui a vaincu dans la rue, qui se battait dans le jardin de Kimbo Slice, ceci, cela. Nate Diaz, c'est la présence du frère Nick Diaz, l'enfance à Stockton. Voilà, c'est ce qui fait que les gens s'intéressent, c'est qu'on sort un petit peu du sport. Et si l'UFC attend un an et demi, ils auront tout le temps de refaire une histoire autour de ce combat et que finalement, les gens aient oublié un petit peu ça et se disent « Ah bah ok, vous nous refaites une édition d'un truc qu'on a eu l'année dernière, on va peut-être pas signer pour ça. » Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, vous, personnellement, de ce main event, de cette fin qui est un petit peu frustrante, mais honnêtement la santé des combattants prime, et c'est vrai que Dana White l'a dit en conférence de presse. Au début il était un petit peu comme tout le monde, comme tous les journalistes, comme tout le public, frustré par la fin du combat, mais apparemment elle est assez sérieuse, la coupure de Nate Diaz, et c'est vrai que ça aurait été quand même, on sait, c'est pas n'importe quel sport le MMA, et n'oublions pas que s'il avait continué à se faire toucher en anglaise, ça aurait été plus ou moins, mais imaginez un genou ou un coude sur cette coupure, ça aurait pu être terrible, mais vraiment terrible dans le sens dramatique pour Nate Diaz, et ça je pense que personne n'aurait aimé ça. Donc ok, la superbe soirée qui s'annonçait, BMF se finit un petit peu avec un petit goût d'inachevé, mais c'est toujours mieux que on ait un mec qui finisse directement. Il va évidemment aller à l'hôpital, mais quand je dis qu'il finisse à l'hôpital et qu'on se dise il y a peut-être moyen qu'il ne combatte plus jamais et que même lui, dans sa vie, soit handicapé. Donc voilà, c'était donc cette UFC 244. N'hésitez pas donc à balancer les 5 étoiles sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'on a mis un petit défi au point autour de ça. Voilà. Nuit Blanche la sueur, bing bam boom, c'est dit. Notre partenaire Jetronomy, c'est placé. Voilà, n'hésitez pas à checker leurs produits. De toute façon, avec Rust et Polydomson, on vous fera une petite review autour de ça. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Et peut-être qu'on vous prépare une petite surprise. Ah oui, peut-être qu'on vous prépare une petite surprise. Et ce qui est sûr, c'est qu'on vous prépare une très grosse interview à venir, mais ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a des sous-titres, et oui, vous l'avez remarqué, les sous-titres ne sont pas vraiment au point pour l'instant. C'est juste qu'on va dire que cette semaine, comme j'étais tout seul à New York, puisque mes chers compères ne pouvaient pas se libérer, j'étais un petit peu au four et au moulin, et je vous présente toutes mes excuses. En tout cas voilà, on essaye vraiment de vous ramener des bons trucs. Là il y a des bonnes choses qui se préparent. Je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, voilà. Merci pour tout, merci du soutien. Vous nous faites énormément plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour le débrief avec les 3 compères. Allez, podcast beaucoup trop long. Soit.